À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet et ses chiffres, Eva Roquet sa télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a comme un vent de panique boursière qui souffle sur vos quotidiens ce matin. Voyez la une du Figaro. Le krach chinois affole les bourses mondiales. 2001, 2008, 2015. Faut-il s'inquiéter, se demande aujourd'hui en France, à qui le caractère cyclique de ces crises n'a pas échappé. Libération titre « La grande menace de la Chine » et redoute un effet bulle de neige. La Chine tousse, les marchés financiers vacillent, constate l'humanité. Un homme se prend la tête entre les mains en une des Échos. Bourse, la débâcle. Autre sujet très présent, les migrants. Merkel et Hollande en appellent à l'Europe, titre le Figaro. Le président français et la chancelière allemande plaident pour la mise en œuvre d'un système unifié du droit d'asile. Des mots, mais pas encore des actes. Et on se dit que les dirigeants européens sont un peu comme la croix ce matin. Ils se demandent, au fond, comment faire face. Sur le sujet, une photo occupe quasiment une double page dans Libération. On y voit des policiers macédoniens qui tentent d'empêcher des migrants de franchir la frontière depuis la Grèce. Les policiers sont débordés, tendus, crispés. Face à eux, la peur, l'effroi se lit sur les visages de ces hommes qui n'ont plus rien à perdre et qui se font passer à tabac quand violence rime avec impuissance. Et puis preuve que décidément dans ce monde, tout le monde n'a pas les mêmes soucis. Le site 20 minutes met à sa une ce matin ce titre curieux. Les 11 trucs qui nous rendent nostalgiques pour les 20 ans de Windows 95. Vous êtes nostalgique de Windows 95 ? Étonnant quand même, hein ? Le gratuit ne précise pas toutefois si une cellule de soutien psychologique a été mise en place. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes que vous avez trouvées les plus marquantes dans la presse régionale de ce mardi ? Eh bien, celle de la Provence, d'abord avec cette photo de munitions à l'air libre sur un site de Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône. Explosifs et munitions à l'abandon dans une ancienne société de retraitement. Une association dénonce la présence de ces explosifs en libre service alors que des détonateurs ont été volés à Miramas début juillet. Alors, c'est vrai que ça nous intrigue, ce papier. On est en train d'enquêter. On y reviendra tout à l'heure dans la matinale, probablement dans le journal de 7h30 avec Hélène Zellani. Dans le populaire du centre, des tracteurs dans les rues de Paris. Manifestation annoncée pour le 3 septembre prochain. FNSEA et jeunes agriculteurs demandent toujours l'aide de l'État. Et ce n'est pas que j'ai envie de piquer le travail des Varrocs, mais je tenais quand même à vous signaler la une de l'Indépendant avec le tournage de la série adulée, adorée par des millions de fans à travers la planète, Game of Thrones. Les acteurs débarquent à Gérone, tout près de Perpignan. Ça se passe de l'autre côté de la frontière avec l'Espagne. Et donc à lire dans l'Indépendant. L'histoire du jour, on la trouve dans Vosges Matin et c'est une histoire de coq. Une histoire de BSP même, de bon sens paysan, comme le dit Yannick Moine. Ça pourrait être du Laurent Cabrol. Alors cet agriculteur produit un jus de pomme sans pesticides grâce à des coqs. Quel rapport, me direz-vous ? Eh bien, c'est que les coqs, ils mangent les chenilles, les pucerons, ils adorent, paraît-il. Bref, tous les nuisibles, ils ratissent l'herbe également au pied des pommiers, là où ne peuvent pas passer les tracteurs. Et en plus, ils picorent les pommes au sol avant même qu'elles pourrissent. Bref, 100% naturel. À la fin de l'année, en plus, les bestioles passent à la casserole, jusqu'à 3,5 kg pour les coqs, jusqu'à 20 kg pour les quelques dindons. Et il y en a 400 des coqs, ça fait beaucoup à manger à la fin de l'année. Ils sont donc mis en vente en plus par l'agriculteur. J'ai rencontré un coq cet été, il chantait la nuit, il chantait le jour, il chantait l'après-midi. Je l'envoyais faire des pommes, moi. Merci beaucoup Marion Calais. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, de très vives tensions et puis finalement un accord entre les deux Corées. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Nord et le Sud ? Ouais, un accord trouvé il y a quelques heures à peine, à l'issue d'une crise, franchement, qui mérite d'être racontée. Cela vous est peut-être arrivé. Vous avez un voisin que vous ne supportez pas et vous rêvez de coller un jour une batterie de haut-parleurs contre le mur, de mettre le volume à fond, histoire de bien lui faire comprendre votre profonde antipathie. Eh bien, c'est exactement ce que la Corée du Sud a fait avec la Corée du Nord. On en parle dans le Korea Times et sur les chaînes de télévision là-bas. Séoul a donc déployé une armada de haut-parleurs, de véritables murs le long de la frontière avec sa sœur ennemie. Séoul qui diffuse donc des messages de propagande contre le régime du chef suprême Kim Jong-un, on en parle souvent ici, des messages qui peuvent être entendus parfois à plus de 20 km, ça ne plaisante pas, et qui encouragent donc
donc les Nord-Coréens à se soulever contre la dictature. Mais c'est une technique qu'on a déjà vue par le passé, ça. C'est ce qui se fait chez les tarlés. ça. Non, mais vous avez absolument raison. Pendant longtemps, ce fut même une sorte de tradition, si j'ose dire, entre les deux Corées. Mais au fil des rapprochements timides, les haut-parleurs avaient été démontés. Alors pourquoi ont-ils fait un retour en force ? Bien parce qu'il y a eu récemment des incidents très sérieux le long de la frontière. 2 soldats sud-coréens grièvement blessés dans l'explosion de mines antipersonnelles. Immédiatement, Séoul accuse le régime de Kim Jong-un, lequel dément fermement. Ensuite, bien, c'est l'escalade. Il y a des tirs d'artillerie entre les deux voisins. Les marionnettes de Corée du Sud manient le mensonge et la manipulation. Ça, c'est un haut gradé nord-coréen qui parle à l'agence de presse officielle là-bas. Même son de cloche à Séoul. La présidente Park, c'est son nom, ne veut pas céder. Et puis donc, le coup de théâtre, les deux parties ont fini par s'entendre, négociation marathon. Ça, et ce matin, nuit, ces dernières heures, il y a quelques heures, la Corée du Nord, écoutez bien, exprime des regrets pour l'explosion des mines antipersonnelles. Regrets, c'est un vocabulaire tout à fait inhabituel là-bas. Alors de son côté, la Corée du Sud a promis de couper ses haut-parleurs. La conclusion, les amis, c'est qu'une nouvelle guerre semble peu probable entre les deux Corées. Mais la paix totale, décidément, est bien difficile à trouver. Voilà donc à lire, entre autres, dans le Korea Times de ce matin. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé. Les Français champions des fournitures scolaires, c'est un papier que vous avez trouvé sur le site de Challenge. Eh bien oui, parce qu'en ce moment, c'est l'effervescence au rayon papeterie. Il faut savoir que là, pendant ces 3 semaines, fin août, début septembre, c'est 50 à 60% de la papeterie qui va se vendre. Donc on va vendre des stylos, des classeurs, des cahiers. Et il faut savoir que les parents sont prêts à acheter des produits haut de gamme pour, là, vous savez, que ne ferait-on pas pour la réussite de ses enfants. Mais on travaille mieux quand la couverture est belle. Voilà, Ouais. donc résultat, eh bien, ce sont les marques françaises, des marques plutôt chères qui se vendent bien. Alors bon, on pense à Bic pour les stylos, mais il y a aussi les cahiers Clairefontaine, les cahiers Oxford. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont des cahiers made in Calvados. L'entreprise est de Caen. Voilà, elle n'a rien à voir avec... Clairefontaine, c'est dans les Vosges. Et Clairefontaine, c'est dans les Vosges, exactement. Alors, qui dit marque française dit... Alors, les marques distributeurs, ça représente 3 fois rien, à peine 20% des ventes de papeterie. En revanche, les marques françaises nationales ont plus 6%, elles progressent. Alors, évidemment, elles sont assez chères. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez un enfant, si vous avez un enfant qui rentre en 4e, hors cartable, est-ce que vous avez une idée du budget pour acheter les compas, les équerres, les dictionnaires, les cahiers, les classes? C'est assez élevé. Moi, j'ai été sur... 150. Eh ben, 150. Bravo. Ah, voilà. 155. Bon, précisément. Mais c'est exactement ça. C'est bien la première fois que j'ai bon avec des chiffres. Non, il y a aussi les baskets pour le sport. Et ça monte à 190 avec le cartable. Donc, ça doit faire 35 € le cartable. Alors, il y a une astuce. Je termine par une petite astuce. Si vous ne voulez pas que la facture dérape dans le rayon papeterie, vous volez. Pour dépenser moins. Non, il y a une autre astuce honnête. C'est que vous collez votre enfant devant la télé et vous allez tout seul faire vos courses au supermarché. Ça vous évitera de vous retrouver avec un cahier avec Star Wars, une trousse avec les Mignons ou un cartable avec Violetta. On l'appelle le renard des grandes surfaces, Axel de Tarlé. Je sais ce que vous avez regardé à la télé, vous, ce soir. Tiens, écoutez Eva Rock, qui nous conseille Madoff, l'homme qui valait 65 milliards. C'est sur France 3 à 23h05. Oui, c'est pas pour les enfants, désolé, c'est un documentaire. Alors, sauf que l'histoire, elle est tellement incroyable qu'on a l'impression qu'on regarde une fiction. Bernard Madoff, l'homme quand même qui a réussi le casse du siècle en détournant 65 milliards de dollars. Alors, petit flashback, on est le 11 décembre 2008 et il y a comme un problème dans un très très chic restaurant de Palm Beach à Miami. C'est l'écrivain Laurent Slimer qui assiste à la scène. J'étais en train de dîner dans un restaurant de Palm Beach ce soir-là. À la table d'à côté, un téléphone portable a sonné. Puis à une autre table, un autre téléphone a sonné. C'est devenu une mélodie de téléphone portable qui a duré une quinzaine de minutes. L'homme à côté de moi avait perdu 100 millions de dollars. Voilà, 100 millions de dollars en un coup de fil. On est en fait en pleine crise des subprimes et c'est Bernard Madoff qui vient d'avouer son escroquerie au FBI. 30 ans de mensonges quand même, dans lesquels il a fait croire à ses clients qu'ils pouvaient placer de l'argent rémunéré à 12%. Alors là, je parle sous le contrôle d'Axel de Tarlé. 12% garantie, c'est... impossible. Quand vous avez de la rémunération, vous avez du risque. Donc, c'est pas garanti. Et exactement, trop beau pour être vrai. Et c'est Martine Grus, qui est un autre patron d'un grand fonds d'investissement, qui le raconte. Sur le papier, les retours sur investissement de Madoff étaient incroyables. Bien sûr, il n'y avait pas de retour sur investissement puisqu'il n'investissait pas du tout. Oui, c'est ce que vous allez comprendre. En fait, il n'y avait pas de business. Madoff, il s'est enrichi grâce à ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. C'est un système pyramidal, c'est-à-dire qu'il faut toujours plus de nouveaux clients, c'est-à-dire plus de nouveaux pigeons pour financer la rémunération des anciens. Et en fait, c'était des drames aux États-Unis auprès des familles modestes comme des plus grandes fortunes. Ils ont tous cru en fait à ce que leur disait Madoff, et c'est Laurent Slimer, l'écrivain, qui le raconte aussi.
Si vous vouliez lui confier 10 millions de dollars, il disait « Non, ça ne m'intéresse pas ». Vous redemandiez plusieurs fois et finalement il disait « Ok, c'est d'accord ». Alors vous pensiez « C'est merveilleux, il veut bien de mes 10 millions ». Voilà, c'était vraiment une manipulation psychologique hyper forte. Alors, le documentaire est didactique, c'est très bien écrit. Rassurez-nous, à 23h05, on s'endort pas. On s'endort pas du tout parce que vraiment, vous avez l'impression de regarder un film comme un blockbuster américain. On découvre à la fois le parcours de Madoff, qui a été quand même l'ancien patron du Nasdaq, et c'est lui qui a inventé les transactions électroniques dans le milieu boursier. Et puis aussi, notamment, comment il a mis cette escroquerie en place. Et moi, il y a quand même une question, mais peut-être qu'Axel va pouvoir me dire. Je me demande si ça peut pas se reproduire à n'importe quel moment, notamment en cette période de crise et oui, dont parce on parle que beaucoup. Pendant les périodes de crise, c'est là où les escroqueries s'effondrent. Vous savez, c'est Warren Buffett qui disait, c'est quand la mer se retire qu'on voit qui se baignait sans maillot de bain. Il est fort, ce Warren Buffett. Il faut faire attention aux propositions qui paraissent trop belles, trop alléchantes pour être vraies, toujours. Exactement. Restez très très vigilant. Et ben voilà, rideau sur le kiosque.